Merci beaucoup pour cette invitation lors de votre manifestation. Je suis, pour ma part, professeur du Conservatoire national des arts et métiers. Je suis titulaire de la chaire Sciences et techniques en société. Et donc, c'est de ce point de vue-là, je suis issu des sciences sociales. Je pourrais me définir comme anthropologue de la connaissance. Et donc, c'est de ce point de vue que je vais m'exprimer. Alors, je suis tout à fait heureux d'avoir pu écouter mes deux collègues, et puis les introductions, bien évidemment, qui, de chacun de leur point de vue, ont donné chacun de leur point de vue, et c'est tout à fait intéressant, de ce que j'appellerais des sciences de gouvernement, y compris le collègue qui se définit comme médecin, qui est évidemment du côté des politiques publiques et a défendu des points de vue d'acceptabilité, tous ces vocabulaires correspondant à ce qu'on appelle les sciences de gouvernement. Et on est bien là aujourd'hui dans un débat ou dans une réflexion qui mérite d'être creusée, non pas seulement en termes de crise ou de confiance ou de défiance, mais, et c'est mon point de vue, en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'on a des acteurs publics, des acteurs individuels, des laboratoires, des universités, un champ, des régimes d'action et de connaissance, et on a à l'intérieur de ces paysages des stratégies avec des stratégies qui sont concurrentes, évidemment. Et dans ce cadre-là, le rapport ce qu'il est convenu très différemment d'ailleurs, selon les uns et les autres, et moi y compris, d'appeler la science, et puis les populations, eh bien c'est un enjeu de compréhension, c'est un enjeu stratégique également, et c'est le point de vue d'une discipline qui est une discipline de sciences sociales qui s'intéresse au processus de développement scientifique et qui s'est instituée dans les dernières années, enfin dans les 30 dernières années, qui s'appelle les Science and Technology Studies, ou Science Studies, globalement, qui interprètent la science, les technosciences diverses à l'intérieur de leur écosystème, pour utiliser un mot qui est inapproprié là. Alors, l'un des points de départ rapides, je vais être malheureusement très rapide, c'est de partir des travaux de Dominique Pestre, un historien de l'École des hautes études, qui a, dans les années 2010 à 2020, développé l'idée que, et ça n'était pas le cas avant la Seconde Guerre mondiale, pour être clair, ou même les années 60, la science, ou en tout cas le discours scientifique, et tout ceci est à prendre avec beaucoup de guillemets parce que personne n'a la même définition, le discours scientifique est devenu un régime dominant de production, vous pouvez enlever le mot production, de connaissances. Ça n'est pas si évident que ça, et il y a eu des discours concurrents qui ont été tout aussi dominants, le plus évident, bien entendu, étant le discours religieux. Alors ça, c'est tout à fait important, parce que ça veut dire qu'on est à l'intérieur d'un ensemble, comme des poissons à l'intérieur de la mer, où l'eau globale, c'est que le savoir en dernier ressort, reconnu, c'est la science. Alors là, il n'y a aucune crise particulière, puisque c'est tout au contraire, au plan général, les evidence-based research qui doivent faire les bonnes evidence-based policies au plan international, et on a donc, et au plan des politiques publiques, les débats portent sur qu'est-ce que sont les évidences, qui a raison dans les évidences, comment peut-on déterminer les évidences, mais il y a de relatifs consensus, et tout à fait important, avec l'idée derrière, sous-jacente, qui a d'ailleurs, il me semble, été un petit peu en filigrane de certaines interventions, qu'il n'y en aurait qu'une evidence-based policy et evidence-based research. Et c'est bien là que la question se pose, indépendamment de la question de la confiance ou de la stratégie ou des défiances que les individus ou les groupes organisés peuvent avoir vis-à-vis de la science. Alors ce point est tout à fait central, il a été mis en place par les Science and Technology Studies, pas seulement
Dominique Pestre, Sheila Jazanov et toute une série d'autres. Et il fait l'objet d'un débat. Il fait l'objet d'un débat parce que la science a d'autres acceptions que celles que je viens de dire, et notamment une acception comme étant un discours de vérité. Après, basé sur l'expérimentation ou pas, c'est autre chose. Et on a là, du point de vue des Science and Technology Studies, qui n'est pas le point de vue partagé spontanément par les scientifiques qui sont des idéalistes, en gros, globalement, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de contexte particulier au développement de leur propre pensée. Eh bien, il y a là des étapes qui ont été assez bien déterminées. On a 3 étapes, si on ne prend que ces étapes-là, mais il y en aurait une autre très importante avant, qui serait l'alliance historique du XVIIe au XIXe siècle entre la structuration de l'État et de sa rationalité et la structuration des sciences et de leur rationalité. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on a une foi dans le progrès qui a été très très forte, et d'ailleurs le mot était très important, progrès, c'est des années 30 aux années 70 à peu près. Puis on a le développement d'un régime de connaissances qui est basé sur l'innovation. C'est pas tout à fait le progrès, l'innovation. Et l'innovation n'a pas toujours été développée. Je n'ai absolument pas le temps aujourd'hui de vous détailler cela, mais c'est tout à fait central et important. Je vais simplement donner quelques illustrations. Et aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qui est un peu compliqué. Alors, Dominique Pestre, qui était plutôt un collègue très critique, que je ne suis pas forcément, parlait essentiellement des formes de financiarisation, des menaces sur le fonctionnement de la science. Et ça, c'est un discours qui, à l'intérieur des communautés scientifiques, est tout à fait, comment dirais-je, important. Il accompagne des luttes ou des stratégies qui sont tout à fait détectables par ailleurs. Alors, le régime scientifique, et c'est le propos de ce que je vous dis aujourd'hui, dominant, produit à la fois des biens publics, mais aussi des inégalités cognitives, mais aussi des dominances, des inégalités de toutes sortes. Et c'est bien à travers ces éléments-là que s'effectue la crise de confiance ou les hypothèses de crise de confiance. Je vais revenir là-dessus. Évidemment, tout ceci étant à l'intérieur d'une transformation technoscientifique qui, effectivement, et mes 2 collègues l'ont bien montré, a des conséquences. La question des fake news, qui est devenue depuis une petite dizaine d'années, pas bien avant, un problème pour les gouvernants particulièrement, est une des illustrations, ou pour les sciences de gouvernement, bien entendu. Penser la science comme un régime social, ce qui est le cas des Science and Technology Studies, suppose de s'interroger sur les institutions qui déterminent la vérité en dernier ressort. J'aurais dû mettre des guillemets au mot vérité, bien entendu, et la question de la gouvernance démocratique, ou en tout cas de la participation et de l'implication des parties prenantes diverses, dont les individus citoyens, et je n'ai pas le temps, bien entendu, de revenir là-dessus. Alors, très résumé, mais ça c'est important de le savoir ou de le souligner, je pense, c'est que nous avons un régime dominant de production de connaissances qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, a été très favorable à une allocation de ressources importante dans la science sans lui demander de compte. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Endless Frontier régime. Et vous avez là comment dirais-je, l'emblème qui est le Vannevar Bush et son rapport en 1945. Et on admet, ce sont des sociologues des sciences qui ont montré ça, que pendant une quinzaine à vingtaine d'années, notamment aux États-Unis, des allocations de ressources massives ont été chaque année données à la science, ce qui a fait des augmentations quasi-géométriques, et c'est une ère un peu bénie du progrès scientifique. C'est beaucoup plus complexe que ce que je suis en train de dire, et les analyses historiques sont beaucoup plus nuancées, mais c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on a eu un âge d'or de la justification scientifique et un âge d'or d'un certain nombre de sciences, dont les sciences physiques, qui ont été dominantes. Ensuite, ce sont d'ailleurs la biologie et la médecine qui sont devenues non pas dominantes, mais très importantes, pour des raisons qui sont elles-mêmes aussi étudiées et expliquées.
Depuis une trentaine ou quarantaine d'années, on a un changement paradigmatique global extrêmement important, c'est la science stratégique. Ce n'est plus l'hypothèse ou la croyance ou l'idéologie, selon le vocabulaire que vous souhaiteriez utiliser, qui détermine la recherche scientifique, c'est la stratégie, et notamment des stratégies de type économique, de type développement industriel. On appelle ça l'innovation, et le régime d'innovation est devenu totalement dominant. Comme ça fait partie des recherches que je mène depuis fort longtemps, je me tairai pour éviter d'être trop long, mais c'est tout à fait renseigné. À l'occasion, si vous souhaitez avoir mon point de vue, j'ai publié un certain nombre de choses là-dessus. Voici le résumé, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez parler de science, c'est au moins dans sa formule d'organisation, je ne parle pas du discours scientifique, je ne parle pas d'épistémologie, qui sont là aussi des choses tout à fait centrales et importantes, mais dans son organisation, dans le régime de production de la connaissance, eh bien c'est un régime de production qui est à la fois compliqué et complexe et à la fois organisé. On va des infrastructures de production de la connaissance, un CHU, des laboratoires, des universités, des alliances universitaires, le CNRS, etc., des champs professionnels académiques, au système d'application et de marché, avec toute une série d'institutions qui sont chargées d'en faire le lien, qui sont chargées de réaliser des transferts, ce sont les vocabulaires, etc., etc. Et la science, c'est ça. Et c'est donc bien autre chose que telle ou telle partie de la science. C'est cet ensemble avec, in fine, des éléments qui ne ressortissent pas de programmes scientifiques, mais qui ressortissent de stratégies géopolitiques, de stratégies industrielles, etc. Et dans le débat qui a commencé à se mener, notamment sur la médecine, il serait tout de même assez difficile de ne pas intégrer les acteurs industriels dans le débat, y compris sur la méfiance, comme s'il y avait une objectivation ou une objectivité des processus épidémiologiques ou des connaissances épidémiologiques. La science, c'est ce que je viens de montrer, c'est-à-dire un schéma, mais c'est aussi très concrètement ceci, ce que vous connaissez, c'est-à-dire une université qui a des fonctions et qui a des institutions avec des unités de production et des produits étant soit des brevets, soit des articles, soit des résultats tangibles dans des sciences appliquées comme la médecine, par exemple. Alors, pour aller vite et pour résumer mon propos, je pense qu'il ne faut pas parler uniquement de défiance ou de crise de confiance, mais donc de stratégie. Et pour cela, il faut remonter historiquement au type de choses. Le premier constat, et je ne le ferai pas longuement, c'est que le discours de crise est un discours très régulier, porté par des acteurs différents selon les époques, et qui a toujours comme caractéristique de vouloir soit avoir plus de recrutement pour les laboratoires, soit plus d'allocations. Ce sont des discours que Michel Crozier, le sociologue, appelait des discours stratégiques, c'est-à-dire des discours qui sont à l'intérieur de champs de force. Les allocations de ressources étant restreintes, il faut. Et puis, ce sont des discours qui portent des tentatives pour infléchir les politiques publiques, ce qui n'empêche absolument pas, je le dis vraiment fortement, que les personnes qui en sont les porteurs, non seulement aient une épistémologie forte, mais en plus soient absolument convaincus que le discours de vérité dont ils sont porteurs est un discours qui est vrai. Ça n'a pas de rapport direct du point de vue cognitif. Voilà à peu près les éléments. Un des éléments que ce tableau vous montre, c'est qu'il y a une correspondance, et c'est à peu près évident, entre les formes de contestation ou de défiance envers la technoscience ou telle des sciences et les systèmes de circulation des idées et d'appropriation des idées dans une société. Il est évident qu'on ne conteste pas de la même manière lorsqu'il y a le web que lorsqu'il n'y a pas le web. On n'a pas les mêmes types
discours, et les discours sont des discours qui sont à la fois de défiance, bien entendu, mais ce ne sont pas des défiances envers la science. C'est là le point que les Science and Technology Studies et les études en médiation scientifique auxquelles je participe sont assez formelles, c'est que pour l'heure, du point de vue de la population générale, on aurait plutôt une confiance. Mais c'est à des points particuliers que se porte la défiance, et mes collègues ont montré tout à fait des points tout à fait importants de, si ce n'est défiance, en tout cas contestation pour ce qui me concerne. Donc contrairement au récit courant, il ne semble pas, en tout cas les principales enquêtes internationales indiquent qu'il ne semble pas qu'il y ait une défiance, il semble au contraire qu'il y ait plutôt un maintien de la confiance, même si celle-ci est tout à fait sélective, donc, conditionnelle et située. C'est cela dont il s'agit, et ce sera le point de conclusion auquel j'arriverai, parce que d'habitude je suis beaucoup trop long, et c'est encore le cas, et je m'en excuse. Et donc, il faut étudier les faits. Les enquêtes montrent une confiance stable, les chiffres qui sont utilisés sont souvent mobilisés de manière sélective, où on a des discours qui amalgament toute une série comment dirais-je, de faits ou d'arguments qui ne sont pas de même niveau argumentatif. Il ne suffit pas d'invoquer Socrate ou la logique pour que le raisonnement soit logique. Encore faut-il qu'on ait une homogénéité à la fois des prémices justes, une homogénéité des données, et c'est pas à mon collègue statisticien qui est bien meilleur que moi sur ces questions-là que j'expliquerai ces éléments-là. Donc on a en revanche des enquêtes qui ne sont pas d'une grande robustesse, qui sont des enquêtes par sondage, mais qui, par leur régularité, montrent toujours la même chose, c'est-à-dire une confiance relativement forte, selon les endroits dans la science, particulièrement là où les systèmes d'éducation sont les plus importants, et également des enquêtes de sondage de confiance relativement forte. Donc ça va à l'encontre des hypothèses selon lesquelles il y aurait des circulations extrêmement complotistes, etc. Ça, c'est relativement peu renseigné en réalité, et pour les gens qui travaillent sur ces questions-là, ils décomposent les éléments où la question de la défiance n'est pas l'élément central. Voici les éléments de confiance par domaine, et on voit bien là qu'il y a, là encore, c'est pas assez, bien entendu, c'est probablement, enfin pas assez, sauf à considérer que la science, par définition et en tout lieu, a toujours raison, et on ne sait pas de quelle science et de quel discours on parle, mais on a des différences très fortes, et vous constatez que ce sont les sciences sociales qui, en l'occurrence la sociologie, enfin une des sciences sociales, qui a le taux le moins. Alors, tout ceci, évidemment, peut aussi être rapporté à ça. On a actuellement, dans un espace particulier, je ne reviens pas à mon tableau général historique, mais on a un moment extrêmement difficile du point de vue de la défiance vis-à-vis du politique et de la légitimité des institutions. Et dans ce cas-là, ceux qui sont en défiance, je ne veux pas utiliser des gros mots sur la caractérisation de la période dans laquelle nous sommes. Et là, nous avons un vrai problème d'ordre de la confiance politique, mais qui n'est pas un ordre de la confiance particulièrement à la science, qui est un ordre de rapport aux classes dominantes, aux castes dominantes, si on utilise des vieux vocabulaires, ou en tout cas aux élites, si on reste plutôt neutre, et aux élites en fonction de tel ou tel système politique. C'est donc toujours situé, c'est donc toujours quelque chose qui doit être regardé, non pas avec des mots englobants, mais en fonction de la manière avec laquelle ça s'effectue et en fonction de la stratégie des différents individus. Voilà, je vais rajouter le baromètre de l'esprit critique. Cette question de l'esprit critique, je la travaille beaucoup, et on n'a pas une défiance importante. Pourquoi donc a-t-on, et je conclurai là-dessus parce que je pense qu'il le faut, pourquoi donc a-t-on des discours de défiance? Alors, ça va dépendre des acteurs, bien entendu. Je pense que les médecins n'ont pas tout à fait les mêmes raisons que les statisticiens, qui n'ont pas tout à fait les mêmes raisons que les physiciens, et il y a des englobants, mais on a globalement, pour ce qui concerne le discours de crise par les élites, on peut en avoir
une compréhension, et la défiance ou le rapport distancié stratégique d'un certain nombre de groupes, là on a aussi des éléments d'interprétation. Alors, il y a des problèmes structurels de carrière dans l'enseignement supérieur, une vraie difficulté de transformation liée à la domination de l'innovation et à la managérialisation des universités. Et là, les personnels sont dans une inquiétude, une angoisse, et il y a des porosités, dirons-nous, sur les discours de crise. Il y a une anxiété internationale tout à fait claire dans nos sociétés. Rappelons-nous qu'en 2011, nous encensions, un certain nombre d'entre nous encensions le rôle démocratique de la circulation d'informations rapides, et c'est encore le cas dans les manifestations qui peuvent s'effectuer à Madagascar ou au Maroc en ce moment, mais qu'il y a une ambivalence, une ambiguïté. Les sciences d'information et de la communication montrent ça très bien. Alors, je crois, il me semble, je vous propose de poser la question autrement. Je vous propose de ne pas réduire la question de la confiance à des indicateurs globaux ou à un indicateur global, ne pas avoir comme vision que la science est unifiée. Non, ça n'est pas la même chose. Il y a différents types de lieux de production de la connaissance. Et poser la défiance comme un déficit d'information, je n'accuse personne, comme dirait l'autre, mais me paraît quelque chose de dangereux, c'est ne pas voir qu'il y a des bonnes raisons de croire soit aux idées fausses, soit de se défier d'institutions qui sont perçues non pas comme scientifiques, mais comme des institutions à l'intérieur de formes institutionnelles jugées inadéquates. Donc, il y a, de mon point de vue, un paradoxe de la crise. Cette rhétorique de la crise permet de déplacer la responsabilité au lieu de discuter des réformes nécessaires dans la gouvernance scientifique, sur les évaluations, sur les carrières, dans l'indépendance. On accuse la plupart du temps, alors c'est pas le cas de ce qui a été dit, et j'en suis très heureux, souvent le public d'être irrationnel ou de ne pas être suffisamment informé, et j'ai participé à titre personnel à beaucoup de Horizon et de projets Horizon ou Erasmus, où cette rhétorique-là de présupposés est donnée, et donc on a une nécessité de prendre au sérieux les raisons pour lesquelles il y a des stratégies différentes et des demandes de compte plutôt que des défiances. Les leviers, de mon point de vue, et je plaiderai pour construire une confiance qui soit, comment dirais-je, d'ordre démocratique, c'est-à-dire d'ordre de compte-rendu. Non, il n'est pas automatique et évident que les politiques publiques de vaccination et les politiques épidémiologiques soient comprises ou valides. Et oui, il convient de les débattre. Et oui, les populations sont plutôt compréhensives d'ailleurs, puisqu'elles l'ont adopté à des taux très massifs. Et ce dont on parle, ce sont des discours à des moments qui entraient dans des stratégies politiques assez connues maintenant, où des groupes de presse que nous connaissons bien en France, mais ailleurs, ont joué des rôles tout à fait centraux. Je terminerai vraiment, après avoir plaidé pour cette compréhension-là, sur le fait que nous avons face à nous quelque chose qui est un tout petit peu nouveau, pas dramatiquement nouveau, mais qu'il convient de vraiment penser, c'est-à-dire le rôle et la capacité qu'ont les algorithmes d'intelligence artificielle générative, car l'intelligence artificielle c'est beaucoup plus que ça, de déterminer des erreurs et donc de susciter potentiellement à travers ces erreurs des phénomènes de défiance. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il y a plutôt un peu partout une confiance dans ces phénomènes-là, avec une interrogation journalistique, mais qui ne porte pas là-dessus, qui porte sur la liberté humaine, qui porte sur la capacité d'être remplacé, qui sont des vieux fantasmes faustiens et bibliques, mais ils contiennent également ces éléments-là. Donc il convient à chaque développement scientifique et développement technoscientifique, et notamment des technologies de l'information et de la communication, de réinterroger les choses sous l'angle de la compréhension des stratégies qui sont à l'œuvre.
Je vous remercie.